en fait, on reçoit sur le lit, on s'assoit sur le lit. Hommes et femmes relèvent leurs jupes et on voit bien que, évidemment, le slip n'existait pas. Les dinettes sont très partagées entre garçons et filles dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge. Peut-être était-ce moins genré qu'aujourd'hui, contre toute attente. Vivre au Moyen-Âge par Passion médiéviste en partenariat avec le musée de Cluny. Jusqu'au 28 septembre 2020 se tient au musée de Cluny à Paris l'exposition Regard sur la vie quotidienne, où, à travers une sélection d'œuvres des collections du musée, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'était la vie quotidienne au Moyen-Âge. Pour en savoir un petit peu plus et peut-être tordre le cou au passage à quelques idées reçues, je vous propose dans cette série d'épisodes des focus sur des thèmes particuliers en compagnie des différents commissaires et responsables de l'exposition Regard sur la vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Tontat, qui est chargé d'études documentaires principales et responsable du service de la documentation au musée de Cluny au Moyen-Âge. Bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'habitat et de la maison au Moyen-Âge, donc vaste sujet. Mais déjà, je voulais savoir, Jean-Christophe Tontat, comment évolue l'habitat et les maisons dans les campagnes au Moyen-Âge et dans les villes? Est-ce qu'on voit des évolutions similaires? Bien sûr. D'abord, il faut quand même avoir à l'idée qu'on parle quand même d'une période qui est très très longue. Donc des évolutions, évidemment, il y en a, des croissances, des stagnations, des déclins. On voit se mettre en place ce clivage réseau urbain, réseau rural. On voit se mettre en place des règles d'urbanisme. On voit comment la ville commence à s'organiser. Alors si nous, côté français, on dispose d'un peu moins de sources qu'en Italie, par exemple, on sait quand même, les archéologues le montrent. Il faut aussi savoir qu'en France, nous avons la chance d'avoir encore de très nombreux ensembles architecturaux en élévation, qui nous permettent d'observer l'implantation de ces maisons. Assez haut dans le temps, autour du XIIe siècle, on a quand même un très bel ensemble à Cluny, en Saône-et-Loire, avec près de 200 maisons romanes. On a des ensembles à Cahors, à Montpellier, à Provins, plus près d'ici. On voit la façon dont la ville et l'urbanisme s'organisent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, les villes, dans leurs enceintes, englobent des zones rurales importantes. Et puis, d'une certaine façon, sur des réflexions et des problématiques qui sont très contemporaines. Sur tout ce qu'on va avoir à dire aujourd'hui, je pense que finalement, il y a un parallélisme des formes qui reste très étonnant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? La population augmente, on densifie, et donc en fait, ces espaces ruraux, ces espaces agricoles qui étaient pris dans l'enceinte, eh bien, on les lotit. D'abord de manière éparses, et puis ensuite, ces maisons qui étaient donc isolées finissent par se toucher. On organise des rues, les maisons doivent évoluer, se mettre sur le front de rue. On organise l'alignement, il faut organiser la réglementation. On sait par exemple qu'en Italie, de manière assez amusante, on passe avec des perches pour évaluer l'encorbellement des maisons, puisqu'en fait, les parcelles étant assez petites, on gagne en surface en construisant un encorbellement. Et donc, pour éviter que les rues se trouvent être dans une pénombre totale, avec la progression, l'avancée de l'encorbellement, eh bien, on mesure, et tout ce qui dépasse doit être abattu, etc. Donc voilà, ces villes s'organisent. Un certain nombre d'activités sont sorties du périmètre de l'enceinte. D'abord, donc toutes les activités plutôt agricoles, là où on conserve du foncier, de la surface, etc. Progressivement, émergent aussi des problématiques liées à l'hygiène, à la nécessité d'assainir, ce qui va être très très long, etc. Donc en fait, on va commencer à externaliser un certain nombre d'activités qui sont soit insalubres, soit dangereuses. Donc en fait, on voit par exemple les quartiers des tanneurs, les quartiers où s'implantent les abattoirs, être sortis de l'enceinte, l'activité des forgerons qui en fait peut générer des incendies. Et donc, en fait, la ville grossit de cette façon-là. Et puis, certains historiens l'ont même mis en évidence. On a aussi une politique de la ville avec des lotissements de quartiers, donc parfois à l'extérieur de l'enceinte, ce qui devient donc les faubourgs. Et ces villes, elles finissent par s'étendre donc de quelques hectares à une centaine d'hectares. Et en fait, l'enceinte, parfois, doit s'agrandir pour englober les faubourgs et les protéger également.
Et est-ce qu'en parallèle de l'évolution des villes, est-ce que l'habitat évolue aussi ? Est-ce qu'on voit peut-être les maisons se complexifier ? Là aussi, on est sur des problématiques, comme je le disais tout à l'heure, très contemporaines. La maison est ce que l'on souhaite donner à voir de soi. Donc en fait, elle est l'affichage de son rang social, de sa position hiérarchique, de son goût et aussi, bien logiquement, de sa connaissance de la mode. Le Moyen-Âge n'échappe pas à la règle. On va chercher à gagner en confort, en luxe, et la maison donc traduira par son ornementation plus ou moins importante la position hiérarchique de ses occupants. Ainsi, quand en fait on regarde les maisons qui restent encore en élévation, on s'aperçoit que la fenêtre sur la rue, c'est ce que l'on voit en premier, et la partie la plus ornée de la façade, ce qui traduit le luxe de la maison. Après, c'est comme aujourd'hui aussi, les maisons peuvent comporter 2 ou 3 pièces et ensuite atteindre des dimensions gigantesques. Aujourd'hui, nous sommes au musée de Cluny, donc résidence parisienne des abbés de l'abbaye de Cluny en Saône-et-Loire. Vous voyez bien la dimension, le luxe, l'apparat qu'offre cet hôtel qui a été construit à la toute fin du XVe siècle. Les couleurs dans la maison, en fait, je pense que dans le décor, alors typiquement sur les clichés, je pense que là, il faut juste s'imaginer, en fait, en termes d'ambiance chromatique, des choses avec des couleurs très flashy, on dirait aujourd'hui. Les archéologues du bâti ont relevé, y compris sur les façades, des traces de couleurs sur les enduits qui pouvaient être jaunes, rouges. Donc en fait, on a des couleurs chatoyantes. Et ces carreaux de pavement qui sont présentés dans l'exposition, dans les pièces dans lesquelles ils étaient disposés, modifiaient forcément cette ambiance chromatique. Donc en fait, ce sont des carreaux qui sont en terre cuite vernissée, qui sont de 2 couleurs, avec un fond rouge en terre cuite et un motif qui vire sur le jaune, ce qui est dû à la couverte plombifère qui donne cette teinte jaune. Et là, il faut s'imaginer un décor en tapis. Aujourd'hui, dans les collections de musées qui conservent des carreaux de pavement, malheureusement, nous avons procédé à un échantillonnage en pensant plus à une typologie des décors, mais pas à l'ensemble. Donc en fait, on avait des motifs de tapis qui permettaient, soit dans les édifices religieux, où on en a évidemment de nombreux, soit dans les édifices civils, on a une véritable organisation du décor, parfois avec un programme iconographique. Si l'on reste dans le domaine du laïque, des fouilles archéologiques menées il y a moins de 10 ans dans le Val d'Oise, dans une commune qui s'appelle Viarmes, on a trouvé la résidence d'une famille très importante qui en fait s'est hissée au rang de chambellan du roi. La famille Chambly. Leur demeure, pour nous qui nous intéressons à ça, présente l'intérêt d'avoir été détruite de manière violente vers le milieu du XIVe siècle. Donc la maison s'est effondrée, elle s'est affaissée. Les archéologues de l'INRAP qui ont fouillé ont trouvé donc superposés en strates archéologiques les 2 niveaux. On s'aperçoit de quoi ? C'est qu'en fait, on a un décor avec des motifs classiques, courants sur le rez-de-chaussée. En revanche, au premier, donc dans cette fameuse salle de parement, on trouve des carreaux qui présentent des décors qui, eux, sont individualisés, avec les armoiries des Chambly, avec des Agnus Dei. Et donc on peut comprendre qu'il y a un vrai programme iconographique à la gloire de la famille qui en fait est en train de s'est hissé aux côtés de Saint-Louis et qui en fait ce personnage-là et ses fils resteront chambellans. On a également trouvé des vitraux avec là aussi la trace des armoiries familiales. Et donc on peut s'imaginer très clairement que cette pièce était une véritable affirmation de cette progression sociale et une affirmation de ce nouveau statut. Et donc, il faut imaginer cette pièce-là avec un décor totalement cohérent et complet qui passait par le sol, par le fenestrage. Et on peut imaginer ça peut-être par des décors peints ou par des tapisseries. Là aussi, vous pouvez en voir une dans l'exposition, la tapisserie à l'emblématique des Robertet. Vous voyez, à la fois, cette tapisserie mêle l'héraldique, puisqu'en fait on a les armoiries de la famille Robertet, mais aussi dans la partie centrale, un vers d'Horace. Et là, la famille Robertet affirme aussi sa culture, sa connaissance des textes. C'est aussi un manifeste de leur position
et de leurs connaissances culturelles. De la même façon, l'organisation de ces espaces est aussi liée à la nature des occupants. Et plus le nombre de pièces est important, eh bien logiquement, plus il est simple de donner une affectation particulière à ces pièces. Quand vous êtes un aristocrate ou un grand bourgeois, vous pouvez vous permettre d'avoir une chambre de parement, une chambre de retrait. Et donc dans cette chambre de parement, on y reviendra, c'est là que là aussi, une fois de plus, on affiche par la démonstration, par la présence du mobilier, la richesse des étoffes, la présence d'orfèvrerie, la présence de fresques au mur, la présence plus tardivement de tentures, de tapisseries, etc. On affiche sa position hiérarchique et sociale. En revanche, dans les milieux plus modestes, on est de fait contraint à une plus grande polyvalence dans les espaces. Et la pièce principale est régulièrement la pièce où l'on vit, la pièce où l'on mange, la pièce où l'on dort et aussi assez régulièrement la pièce où l'on travaille. Si on se situe sur des logis en rez-de-chaussée, c'est-à-dire avec des façades ouvrantes sur la rue sur laquelle on tient boutique, eh bien cette pièce-là sert aussi d'atelier, elle sert aussi de lieu de stockage. Voilà. En général, les pièces que l'on compte dans les maisons, qui souvent dans les documents, dans les sources, les clercs les désignent toutes comme chambres, mais en général, dans les maisons modestes, on a 3 pièces avec parfois une cuisine, parfois un cellier pour conserver les aliments. Mais par exemple, la cuisine, c'est déjà un premier pas vers un peu de confort, puisque sinon, on cuisine dans l'espace dans lequel on vit et dans lequel on dort. Et est-ce qu'on voit aussi peut-être des salles de bain dans les maisons au Moyen-Âge ? La salle de bain, stricto sensu, n'existe pas. L'activité du bain est quelque chose qui nous est connu notamment par l'archéologie, puisqu'en fait on trouve dans les habitations les plus luxueuses la trace de pièces dédiées, donc en fait qui présentent des hypocaustes. Donc l'hypocauste étant un principe architectural que l'on trouve dès l'Antiquité, qui est l'ancêtre du chauffage au sol. Le sol constitué de dalles repose sur des pilettes en briques et on a un foyer qui permet la circulation d'air chaud. Et donc en fait, la pièce au-dessus se trouve être chauffée et c'est la pièce qui est dédiée à la toilette et donc au loisir du bain. Alors le bain, comme aussi le montre un certain nombre d'enluminures dans l'iconographie, le bain peut être une activité familiale collective. Donc on amène des cuves dédiées à prendre le bain, recouvertes de toile, de drap, qui évitent à ceux qui vont y pénétrer d'être en contact avec le bois. Et puis ensuite sont recouverts eux-mêmes de drap et on peut y discuter pendant qu'en fait on rajoute régulièrement de l'eau chaude. On peut y prendre son repas. Il suffit de poser une planche en travers de la cuve et voilà. Et donc on peut passer comme ça plusieurs heures à prendre son bain, mais évidemment, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Alors de même, on vient de parler de la salle de bain, il y a un autre sujet qui est peut-être plus central encore dans nos vies, et qui est la question des toilettes, des sanitaires, que l'on désigne sous le nom de latrines. Alors les latrines, on les voit apparaître assez tôt dans le Moyen-Âge. C'est un équipement aussi qui évidemment n'est pas dans toutes les maisons, mais c'est un équipement que l'on voit apparaître de manière assez courante, qui se situe évidemment à l'espace des zones que l'on habite et qui en fait est souvent aussi une source d'inconfort et de ce que les gens redoutent au Moyen-Âge, qui est le courant d'air. Donc en fait, 2 questions, le courant d'air et les odeurs. Donc la pièce des latrines est souvent dotée d'aération, mais à partir du moment où on crée des aérations, on crée des courants d'air. Alors on voit des dispositifs architecturaux assez impressionnants, où on dispose les latrines derrière des murs coudés, donc pour casser le courant d'air et casser la circulation des mauvaises odeurs. Et dans un exemple tout près de nous, à la tour Jean-Sans-Peur, en fait, les latrines s'adossent à la cheminée, ce qui permet de réduire l'inconfort de la fréquentation de cet espace-là pendant l'hiver. Ce que l'on pense, c'est que dans les milieux les plus aisés, on a recours à la chaise percée plus qu'aux latrines, en tout cas pendant les périodes de grand froid. Une autre pièce aussi qui forcément est très importante dans la vie, c'est la chambre à coucher. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on a vraiment une chambre pour chaque personne ? J'imagine que non, mais il y a aussi une image reçue qu'on a au Moyen-Âge, c'est tout le monde dort dans le même lit. Est-ce que c'est faux ou est-ce que si ça existait ? Le lit est souvent partagé.
on peut le partager, on peut y faire coucher les enfants. Les spécialistes de la vie quotidienne notent qu'en fait, on a très peu de traces de berceau et que malgré certaines recommandations, on fait dormir le bébé dans le lit parental, mais aussi pour des problématiques qui sont récurrentes, des problématiques de température, de chaleur, etc. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut bien avoir à l'esprit que dans les milieux les plus hauts, dans la société, il y avait plusieurs chambres. On a évoqué la chambre de parement. Donc la chambre de parement est la pièce de réception et elle est dotée d'un lit. Mais en fait, c'est un lit pourrait être comparé dans notre quotidien d'aujourd'hui à ce qu'est le divan. En fait, on reçoit sur le lit, on s'assoit sur le lit, on a parlé du lit de justice. On peut très bien être installé sur un lit quand on reçoit. Et c'est tout à fait distinct de la chambre de retrait qui, elle, est la chambre à coucher, qui elle aussi est dotée d'un lit. Là aussi, en fait, sur tous les éléments constitutifs de ce lit, vous avez une hiérarchie. Les plus aisés vivent dans des couettes de duvet, ont des étoffes confortables, voire de la fourrure, des coussins, des oreillers, etc. Alors qu'en fait, dans les milieux les plus simples, on pense qu'on est plutôt sur des matelas remplis de fougères, de choses comme ça, qui sont d'ailleurs plus propices à l'installation de ce que décrit par exemple le ménagier de Paris à la fin du XIVe siècle, qui est une grosse nuisance, à savoir tout ce qui est insectes piquants qui peuvent s'installer dans les lits. Le ménagier donne plusieurs recettes pour essayer de les chasser, mais on sait que puces, poux, punaises, tiques sont dans les maisons. Et c'est aussi pour ça que le ménagier dit qu'une maison bien tenue est justement une maison dans laquelle rien ne doit traîner par terre. C'est aussi un appel à l'hygiène. Pas de résidus de repas, pas de choses qui traînent. Et c'est ce qui, sans doute, explique, et ça va nous ramener à l'exposition, le succès du coffre, mobilier de rangement par excellence. Donc en fait, on a dans les chambres, quasiment systématiquement, un coffre, voire plusieurs coffres, qui peuvent être à vocation à se déplacer selon les déplacements des occupants de ces résidences, ou à être là installés de manière pérenne. Mais en tout cas, c'est le réceptacle de ces vêtements, de ces biens précieux, etc. En tout cas, c'est un espace où l'on range. Justement, si on continue de parler de l'exposition, on a aussi beaucoup de matériel de cuisine qui sont présentés à l'exposition. Qu'est-ce qu'on peut y voir par exemple ? On trouve des instruments de cuisson. L'archéologie, là-dessus, nous a livré des quantités de pièces et de formes que l'on retrouve aussi dans les livres de recettes médiévaux, qui expliquent aussi le ménagier. Le ménagier est un manuscrit qui est très intéressant pour toute personne qui s'intéresse à la problématique de la vie quotidienne. C'est donc un manuscrit qui a été écrit à la fin du XIVe siècle par quelqu'un dont on ne connaît pas le nom ni l'identité et qui, sans doute, a épousé une très jeune femme. Il a écrit ce manuscrit qui balaye un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne et qui est conçu un peu comme un manuel. C'est plein d'informations et d'indications. Alors, pour revenir à votre question, nous avons présenté, par exemple, un pot. Le pot, donc, est un réceptacle en terre cuite, est un des objets centraux de la cuisine. Donc en fait, c'est un objet qui est posé directement dans l'âtre, sur le côté. On peut l'affirmer parce qu'en fait, certains objets avec des provenances archéologiques présentent la trace d'une exposition régulière sur le côté aux flammes. Et puis ensuite, on a tout un florilège, alors que nous, on n'a pas forcément dans nos collections. Hein. Dans l'exposition, vous pouvez voir des tasses, des écuelles, des cruches en terre vernissée. Mais on connaît la variété d'accessoires, des poêles, des lèches frites, qui est l'accessoire du rôti, donc en fait dans lequel on recueille la sauce, toutes sortes d'accessoires, et puis quelques accessoires métalliques. Par exemple, je parlais de la poêle. La poêle existe en terre cuite et elle existe aussi dans une version en fer avec un usage différent qui lui est plus destiné, par exemple, à la friture. Dans l'exposition, on a aussi des meubles, des choses un peu plus volumineuses qui sont présentées. Qu'est-ce qu'on a ? Consacré à l'habitat, concernant les meubles, vous pouvez voir principalement 3 objets. Une table qui a été datée par dendrochronologie de 1490, donc la toute fin du XIVe siècle, est un objet exceptionnel, extraordinaire. En fait, on n'en connaît pas d'autres. Elle a longtemps été désignée sous le nom de table
pliante, il conviendrait peut-être davantage de l'appeler table démontable. Elle peut être mise en une vingtaine de morceaux. Donc ça, c'est un objet extraordinaire parce qu'en fait, on n'a peut-être pas encore parlé du repas, mais en fait, le repas se prenait principalement sur une forme planche, sur tréteau. Alors là aussi, avec des hiérarchies dans le luxe de ces objets. Le musée des arts décoratifs, il y a peu de temps, a acheté une paire de tréteaux tout à fait somptueuse, sculptée. Et nous avons dans nos collections une table peinte, etc. Mais sinon, une simple paire de tréteaux, une planche permettait c'est d'ailleurs une expression qui est parvenue jusqu'à nous, de mettre la table. Mettre la table où l'on le souhaitait, ce qui permet donc en journée de prendre son repas dans la pièce principale. Et ce qui ne gênait pas les personnes de la période médiévale était de mettre la table dans la chambre à coucher pour prendre son dîner. Le deuxième meuble, évidemment, pour illustrer cette problématique du coffre, est un coffre du XVe siècle également, qui nous vient d'Italie, avec un décor particulièrement luxueux, de petits fragments d'os. Et déjà, d'un point de vue histoire de l'art, bien entré dans un décor presque Renaissance, avec des pots d'où sortent des rinceaux qui scandent la façade. En fait, c'est des coffrets que l'on connaît sous le nom de coffrets à la Certosina, parce qu'en fait, pendant longtemps, on les a attribués aux ateliers de la Chartreuse de Pavie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est discuté. On n'est plus sûr que ça soit là, voire pas du tout. En tout cas, on sait que ce sont des coffres qui viennent du nord de l'Italie. Et puis, un autre objet qui est lui aussi tout aussi extraordinaire, qui est un fauteuil pliant, qui est un fauteuil qui, dans sa forme, rappelle les chaises, les fauteuils antiques dits en X ou curule, et qui, en fait, peut lui aussi se replier, qui est un fauteuil donc espagnol, dont là aussi on connaît très peu d'exemplaires, qui est orné, lui, de nacre, d'os et d'ivoire, avec un décor totalement recouvrant et une assise et un dossier en cuir. C'est un objet tout à fait extraordinaire. Alors ça m'amène quand même à apporter une petite nuance sur tout ce que je dis. C'est qu'en fait, dans la description que j'ai donnée, vous voyez bien qu'on est en face d'objets hors du commun. On a souvent réfléchi à l'existant à travers ces objets-là. Or, il est évident que tout le monde n'avait pas ce type de mobilier et qu'on a énormément perdu, que les objets les plus courants qui devaient être évidemment aussi variés, parce que quel que soit votre positionnement dans la société, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous asseoir, vous avez besoin de dormir. À la différence près, c'est que tous ces objets du quotidien, quand ils perdent leur fonction d'usage par l'usure, parce qu'ils sont cassés, etc., eh bien, au lieu de les réparer, ils finissent souvent dans la cheminée ou rarement, par exemple, on a vu des coffres être transformés en cercueils. Quelques archéologues en ont trouvé. Mais il ne faut pas penser que toute la société avait des objets aussi luxueux, aussi coûteux que ceux que l'on présente et qui, de fait, aujourd'hui, remplissent les musées. Ce qui nous est parvenu, bien évidemment, c'est ce qui représentait le plus de valeur et qui a été conservé et qui, en termes de provenance, provient majoritairement des milieux aristocratiques ou ecclésiastiques. Finalement, qu'est-ce qui serait le plus surprenant pour nous, personnes du XXIe siècle, si on entrait dans une maison médiévale ? Je recite le Ménagier de Paris. Au-delà de la mention plutôt amusante où il est dit que qu'est-ce qui fait fuir un homme de son foyer, c'est une femme querelleuse, mais aussi la présence de fumée. Je pense que ça, la fumée, l'aspect olfactif, est sans doute peut-être quelque chose qui nous choquerait. On a parlé d'insalubrité, et il faut quand même voir qu'en fait, quand on parcourt certains manuscrits, certaines sources, etc., que la rue, ça peut être quelque chose d'extrêmement sale, avec ce qui est décrit comme des boues, mais qui en fait est constitué de déjections de toutes sortes, aussi bien d'animaux qui évoluent dans l'espace public que tout simplement des résidents qui déversent tout par les fenêtres, etc. Je pense que c'est intéressant peut-être de faire cette distinction, espace public, espace privé. Vous voyez, on parlait des latrines, mais en fait,
pour dire les choses crûment, mais je veux dire, les latrines, elles sortaient dans la rue, elles pouvaient tomber directement à l'aplomb de la maison, etc. C'est quand même quelque chose que disent les textes. Le nettoyage des rues, c'est un vrai problème. On n'a pas eu le temps d'évoquer justement ce XIVe siècle qui, lui, marque un effondrement démographique. Tout à l'heure, on a parlé de l'évolution, etc. Mais le XIVe siècle, on estime quand même que c'est entre 30 et 50% de la population européenne qui est emportée par la peste. On évalue à 42 millions la population à l'an 1000 en Europe. Elle monte en 1300 à peu près à 69 millions et nous sommes à 40 millions en 1440. Donc c'est-à-dire qu'en fait on revient à une population qui est en dessous de ce qu'elle était à l'an 1000. Des régions comme la Provence perdent la moitié de leur population. L'idée n'est pas de noircir la période, bien au contraire. Notre métier est au contraire d'essayer de briser ces clichés. Je pense que ce qui pourrait nous choquer, c'est bien ça. Cette problématique de l'odeur dans les maisons serait sans doute la même. Dans ce qu'on pouvait préconiser pour chasser les insectes, on parlait de la fumée. Donc en fait, il faut enfumer. On a cette problématique aussi centrale qui est la température de la maison. D'éviter les déperditions de chaleur. La cheminée est une source de chaleur, mais aussi une source de déperdition. On s'aperçoit qu'en fait, l'évacuation des fumées était parfois médiocre, et donc en fait, l'habitat devait forcément s'en trouver perturbé par la présence de fumée. Autre problématique qui est celle de l'éclairage. Donc en fait, on s'éclairait avec des lampes à huile ou à graisse, et donc en fait, la combustion de ces graisses dégageait et de l'odeur et de la fumée. Et je pense que nos petits nez fragiles de personnes du XXIe siècle seraient peut-être traumatisés par ces expériences-là. Merci beaucoup Jean-Christophe Tontat pour tous ces enseignements sur la maison et l'habitat au Moyen-Âge. J'incite vraiment les auditeurs et auditrices à aller voir l'exposition au musée de Cluny jusqu'au 28 septembre 2020 pour en apprendre un petit peu plus sur comment on vivait au Moyen-Âge.